Imagine un instant que tu te réveilles sur un monde baigné d'une lumière rouge sang, une lumière qui ne change jamais, qui reste figée à l'horizon comme un œil immense et furieux te fixant pour l'éternité. Le sol sous tes pieds tremble imperceptiblement, non pas à cause d'une activité sismique ordinaire, mais parce que l'étoile qui éclaire ce monde crache régulièrement des tempêtes de radiation si puissantes qu'elles pourraient désintégrer ton ADN en quelques heures seulement. Tu lèves les yeux vers le ciel, mais il n'y a pas de ciel bleu, pas de nuages blancs, pas d'oiseaux traversant paisiblement l'atmosphère. Il n'y a qu'une obscurité rougeâtre, oppressante, et cette étoile monstrueuse qui occupe une portion du firmament 10 fois plus grande que notre Soleil vu depuis la Terre. Bienvenue sur Proxima Centauri b, le monde que l'humanité a désigné comme notre voisin cosmique le plus proche, notre meilleur espoir de trouver une seconde maison parmi les étoiles. Ce que personne ne te dit, c'est que cet espoir est peut-être le piège le plus cruel que l'univers nous ait jamais tendu. Ce soir, tu vas découvrir pourquoi les scientifiques qui ont d'abord célébré la découverte de ce monde ont progressivement changé de ton. Tu vas comprendre pourquoi les équations qui semblaient promettre un havre de paix cosmique se sont transformées en certificats de mort planétaire. Tu vas plonger dans les mystères de ce monde impossible, où chaque élément qui devrait favoriser la vie se retourne contre elle avec une violence inimaginable. Premier mystère que nous allons explorer ensemble cette nuit, la malédiction de la zone habitable, car être au bon endroit ne signifie pas être en sécurité. Deuxième mystère, le baiser mortel des étoiles naines rouges, ces astres qui représentent 70% des étoiles de notre galaxie et qui pourraient même bien être les plus grands serial killers de l'univers. Troisième mystère, le verrouillage gravitationnel, un phénomène qui transforme n'importe quelle planète en enfer divisé en deux. Ce que tu vas apprendre cette nuit va changer ta façon de regarder les étoiles. Vas-tu découvrir quelque chose qui te quittera le sommeil, ou qui au contraire t'accompagnera paisiblement vers les bras de Morphée, avec la certitude troublante que notre petite Terre est peut-être bien plus précieuse et unique que nous ne l'avions jamais imaginé. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, par ces questions qui nous dépassent et nous rappellent notre place dans l'immensité de l'univers, alors abonne-toi à cette chaîne. Le voyage commence maintenant et il nous emmènera aux confins de ce que nous savons, aux frontières de ce que nous comprenons, dans les territoires obscurs où la science rencontre l'émerveillement et la terreur. Laisse-toi porter par cette histoire. Ferme les yeux si tu le souhaites et ensemble, traversons l'espace interstellaire vers ce monde qui nous attend, silencieux et menaçant, à seulement 4,2 années-lumière de notre foyer. Depuis que l'humanité a levé les yeux vers le ciel nocturne, nous avons rêvé de mondes lointains. Les Grecs anciens imaginaient déjà que les étoiles pouvaient être des soleils entourés de terres inconnues. Épicure, il y a plus de 2300 ans, écrivait que l'univers devait contenir une infinité de mondes, certains semblables aux nôtres, d'autres radicalement différents. Pendant des millénaires, cette idée est restée dans le domaine de la philosophie et de la spéculation pure. Nous regardions les étoiles sans savoir si elles hébergeaient des planètes, sans pouvoir confirmer ou infirmer nos rêves les plus fous. Et puis, tout a changé. En 1995, les astronomes Michel Mayor et Didier Queloz ont détecté pour la première fois une planète orbitant autour d'une étoile semblable au Soleil, 51 Pégasi b. Ce fut une révolution silencieuse, le début d'une nouvelle ère. Soudain, nous savions que les planètes n'étaient pas une exception cosmique, mais probablement la règle. Les décennies suivantes ont vu la découverte de milliers d'exoplanètes, des géantes gazeuses brûlantes au monde rocheux glacé, des planètes en orbite autour de 2 soleils, comme dans les films de science-fiction. Des mondes si proches de leur étoile qu'une année y dure moins d'une journée terrestre. Mais parmi toutes ces découvertes, une a retenu notre attention collective, plus que toutes les autres. Une planète découverte en 2016 par une équipe internationale d'astronomes. Une planète qui cochait toutes les cases de ce que nous recherchions depuis si longtemps. Proxima Centauri b. Rien que son nom évoque la proximité, l'accessibilité, l'espoir. Elle orbite autour de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre système solaire. À seulement 4,24 années-lumière de nous,
c'est notre voisine cosmique immédiate. Pour mettre cette distance en perspective, si notre galaxie, la Voie lactée, était de la taille de la France, la distance entre le Soleil et Proxima Centauri serait équivalente à quelques centimètres seulement. Dans l'immensité de l'univers, c'est comme si quelqu'un habitait dans l'appartement juste à côté d'une autre. Mieux encore, Proxima b, comme on l'appelle affectueusement, se trouve dans ce que les astronomes appellent la zone habitable de son étoile. C'est cette région magique autour d'une étoile où les conditions pourraient permettre à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète. Trop près de l'étoile, l'eau s'évapore. Trop loin, elle gèle. Mais dans cette zone parfaite, comme la zone de boucle d'or du conte pour enfants, l'eau pourrait couler librement, formant des océans, des rivières, des lacs. Les médias du monde entier ont célébré cette découverte. Les titres parlaient d'une seconde Terre, d'un monde potentiellement habitable à portée de main, d'un nouveau départ possible pour l'humanité. Les rêveurs ont commencé à imaginer des vaisseaux spatiaux partant vers ce nouveau monde, des colonies humaines s'établissant sous ce ciel étranger, une civilisation bicéphale prospérant sur 2 planètes. C'était une histoire merveilleuse, une histoire qui nous donnait de l'espoir, qui nous faisait nous sentir moins seuls dans l'immensité froide du cosmos. Mais la réalité est beaucoup plus sombre, car tout ce que nous venons de décrire, cette proximité encourageante, cette zone habitable prometteuse, tout cela n'est qu'une façade. Derrière cette apparence bienveillante se cache une réalité que les premiers communiqués de presse ont commodément omis de mentionner. Une réalité que les scientifiques eux-mêmes ont mis du temps à pleinement comprendre et accepter. Proxima Centauri b n'est pas un paradis en attente de colons humains. C'est un monde hostile au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Un monde où chaque caractéristique qui semblait prometteuse se révèle être un poison mortel. Un monde qui incarne parfaitement l'indifférence cosmique de l'univers envers la vie. Et tout commence par l'étoile elle-même. Proxima Centauri n'est pas comme notre Soleil. Notre Soleil est ce que les astronomes appellent une naine jaune, une étoile de taille moyenne, stable, généreuse en lumière visible, prévisible dans son comportement. Le Soleil brûle son hydrogène à un rythme régulier depuis environ 4,6 milliards d'années. Et il continuera à le faire pendant encore 5 milliards d'années environ. C'est une étoile patiente, une étoile qui donne à la vie le temps de se développer. Proxima Centauri, en revanche, est une naine rouge. C'est le type d'étoile le plus commun dans notre galaxie, représentant environ 70% de toutes les étoiles. Les naines rouges sont beaucoup plus petites que notre Soleil, beaucoup plus froides, beaucoup moins lumineuses. Proxima Centauri ne fait qu'environ 12% de la masse du Soleil et sa luminosité n'est que de 0,0017 fois celle de notre étoile. C'est une étoile timide, presque invisible, qui brille d'un éclat rouge sombre plutôt que du jaune éclatant auquel nous sommes habitués. Cette faible luminosité explique pourquoi Proxima b doit orbiter si près de son étoile pour être dans la zone habitable. Alors que la Terre se trouve à environ 150 millions de kilomètres du Soleil, Proxima b n'est qu'à 7 millions de kilomètres de Proxima Centauri. C'est 20 fois plus près. C'est moins d'1/20 de la distance Terre-Soleil. Et c'est là que les problèmes commencent vraiment, car les naines rouges, malgré leur apparente timidité, cachent un secret terrible. Ce sont des étoiles incroyablement violentes, sujettes à des éruptions d'une puissance cataclysmique que notre paisible Soleil ne connaît que rarement. Ces éruptions, appelées éruptions stellaires ou FLARP en anglais, se produisent lorsque l'énergie magnétique accumulée dans l'atmosphère de l'étoile est soudainement libérée sous forme de radiation électromagnétique intense. Imagine une explosion nucléaire, mais des milliards de fois plus puissante. Imagine cette explosion se produisant non pas une fois, mais régulièrement, parfois plusieurs fois par jour. Imagine être sur une planète si proche de cette étoile que tu reçois le plein impact de ces explosions sans aucune protection. C'est exactement la situation de Proxima b. Les observations de Proxima Centauri ont révélé que cette étoile est extraordinairement active. En mars 2017, les astronomes ont détecté une super éruption sur Proxima Centauri
qui était 10 fois plus puissante que la plus grande éruption solaire jamais enregistrée sur notre Soleil. Pendant cette éruption, qui n'a duré que quelques minutes, la luminosité de l'étoile a augmenté d'un facteur 1000 dans les longueurs d'onde ultraviolettes. Une planète comme Proxima b, située si près, aurait été bombardée par un torrent de radiation ultraviolette et de rayons X capable de stériliser n'importe quelle surface exposée. Et ce n'était pas un événement exceptionnel. Les études montrent que Proxima Centauri produit des éruptions significatives, plusieurs fois par mois, et des éruptions plus modestes presque quotidiennement. La surface de Proxima b est constamment baignée dans un rayonnement ionisant qui détruit les molécules organiques, arrache les électrons aux atomes, brise les liaisons chimiques essentielles à la vie. Mais les éruptions ne sont que le début du cauchemar, car avec elles viennent les éjections de masse coronale, d'immenses bulles de plasma magnétisé que l'étoile crache dans l'espace. Ces éjections sont comme des tsunamis cosmiques, des vagues de particules chargées voyageant à des milliers de kilomètres par seconde, emportant tout sur leur passage. Quand une éjection de masse coronale frappe une planète, elle interagit avec son champ magnétique, si elle en a un. Sur Terre, notre champ magnétique agit comme un bouclier, déviant la plupart des particules vers les pôles où elles créent les magnifiques aurores boréales. Mais même notre robuste magnétosphère serait mise à rude épreuve par les éjections de Proxima Centauri, qui sont des ordres de grandeur plus intenses que celles de notre Soleil et qui frappent 20 fois plus souvent en raison de la proximité de la planète. Et c'est ici que nous rencontrons un problème fondamental dont nous ne sommes pas certains de la réponse. Proxima b a-t-elle un champ magnétique protecteur comme la Terre ? Nous ne le savons pas avec certitude. Ce que nous savons, c'est que les conditions nécessaires pour qu'une planète génère un champ magnétique puissant sont très spécifiques. Il faut un noyau métallique liquide en rotation, alimenté par la chaleur interne de la planète. Sur Terre, ce dynamo naturel fonctionne depuis des milliards d'années, nous protégeant du vent solaire. Mais Proxima b est probablement en rotation synchrone avec son étoile, ce qui signifie qu'elle tourne très lentement sur elle-même. Cette rotation lente pourrait ne pas être suffisante pour maintenir un dynamo magnétique actif. Sans champ magnétique, la planète serait complètement exposée aux assauts de son étoile, comme un guerrier sans armure face à une pluie de flèches enflammées. Les simulations informatiques suggèrent que même avec un champ magnétique aussi puissant que celui de la Terre, l'atmosphère de Proxima b aurait pu être entièrement arrachée en quelques centaines de millions d'années seulement. Le bombardement constant de particules chargées aurait littéralement soufflé les gaz atmosphériques dans l'espace, laissant derrière un monde nu, sans protection contre les radiations, sans la possibilité de maintenir de l'eau liquide à sa surface. Pense à cela un instant. Même si Proxima b avait commencé son existence avec une atmosphère épaisse et protectrice, même si elle avait eu des océans et peut-être même les prémices de la vie, tout cela aurait pu être annihilé par la violence de son étoile haute en un temps géologique relativement court. 4 milliards d'années. Le temps qu'il a fallu à la vie sur Terre pour évoluer de simples cellules jusqu'aux êtres humains aurait peut-être suffi pour transformer Proxima b d'un monde potentiellement habitable en désert stérile et irradié. La zone habitable, ce concept si séduisant, se révèle être un mirage cruel quand on parle des naines rouges, car la proximité nécessaire pour recevoir suffisamment de chaleur de ces petites étoiles froides est précisément ce qui expose les planètes à leur rage magnétique. C'est un piège cosmique, une promesse de confort qui cache une sentence de mort. Les astronomes appellent parfois ce phénomène le paradoxe de la zone habitable des naines rouges. Ces étoiles sont si nombreuses dans la galaxie, si longévives, si apparemment propices à l'existence de planètes rocheuses dans leur zone habitable, qu'elles semblaient être les candidats idéaux pour héberger la vie. Certains calculs suggéraient que les naines rouges pourraient abriter des milliards de planètes habitables rien que dans notre galaxie. Mais à mesure que nous avons étudié ces étoiles de plus près, à mesure que nous avons compris leur comportement violent, cette promesse s'est évanouie comme un rêve au réveil. Les naines rouges ne sont peut-être pas les berceaux de la vie que nous espérions. Elles pourraient plutôt être les tombeaux de mondes qui n'ont jamais eu la chance de fleurir. Et Proxima b, notre voisine la plus proche, pourrait bien être l'exemple le plus tragique de ce destin, cruel.
Laisse cette pensée t'accompagner alors que nous nous enfonçons plus profondément dans les mystères de ce monde impossible. Car nous n'avons fait qu'effleurer la surface de l'horreur cosmique qui règne sur Proxima b. Les éruptions stellaires ne sont que le premier cercle de cet enfer. D'autres baies attendent, plus subtiles peut-être, mais tout aussi mortelles. La nuit est longue, et notre voyage ne fait que commencer. Dans le silence de l'espace interstellaire, là où aucun son ne peut se propager, où la lumière elle-même met des années à voyager d'une étoile à une autre, il existe des phénomènes si étranges qu'ils défient notre compréhension terrestre. L'un de ces phénomènes gouverne le destin de Proxima b d'une manière si fondamentale, si absolue, qu'il transforme ce monde en quelque chose que notre esprit a du mal à concevoir. On l'appelle le verrouillage gravitationnel, ou rotation synchrone, et c'est peut-être la malédiction la plus profonde qui pèse sur notre voisine cosmique. Pour comprendre ce phénomène, pense un instant à notre propre Lune. As-tu déjà remarqué que nous voyons toujours la même face de la Lune depuis la Terre ? Ce n'est pas une coïncidence. Au fil des milliards d'années, les forces de marée exercées par la Terre sur la Lune ont progressivement ralenti la rotation de notre satellite naturel jusqu'à ce qu'elle corresponde exactement à sa période orbitale. Résultat, la Lune fait un tour sur elle-même dans exactement le même temps qu'elle met pour faire un tour autour de la Terre. Elle nous présente donc toujours le même visage, tandis que sa face cachée reste perpétuellement tournée vers les profondeurs de l'espace. Ce même phénomène, à une échelle bien plus dramatique, affecte Proxima b. Parce que cette planète orbite si près de son étoile, à seulement 7 millions de kilomètres, les forces de marée gravitationnelles exercées par Proxima Centauri sont colossales. Ces forces ont eu des milliards d'années pour agir, pour ralentir inexorablement la rotation de la planète, pour la forcer à se conformer au rythme dicté par son étoile maîtresse. Les calculs des astrophysiciens sont formels. Avec une telle proximité et une telle durée, Proxima b est presque certainement en rotation synchrone avec Proxima Centauri. Cela signifie quelque chose de profondément troublant. Un côté de la planète fait face à l'étoile en permanence, baignée dans une lumière rouge éternelle, tandis que l'autre côté est plongé dans une nuit sans fin, une obscurité qui n'a jamais été rompue depuis des milliards d'années. Essaie d'imaginer cela un instant. Sur Terre, nous sommes habitués au cycle du jour et de la nuit, à l'alternance de la lumière et des ténèbres, au lever et au coucher du soleil qui rythment nos vies depuis des millénaires. Ce cycle est inscrit dans notre biologie, dans nos rythmes circadiens, dans la façon dont les plantes poussent et dont les animaux se comportent. Le jour et la nuit sont pour nous des concepts si fondamentaux que nous les tenons pour acquis. Sur Proxima b, ces concepts n'ont aucun sens. Du côté faisant face à l'étoile, que les scientifiques appellent parfois le côté diurne ou le point substellaire, il fait jour depuis la formation de la planète. Le soleil rouge ne se lève jamais et ne se couche jamais. Il reste suspendu au même endroit dans le ciel, immobile, immuable, comme un œil géant fixant éternellement la surface en dessous. Si tu te tenais à cet endroit précis où l'étoile est au zénith, tu verrais un disque rouge sang occupant une portion du ciel bien plus grande que notre soleil vu depuis la Terre. Et ce disque ne bougerait jamais, ne clignerait jamais, ne disparaîtrait jamais derrière l'horizon. La chaleur serait intense et constante. Sans le répit de la nuit, sans la rotation qui permet à la surface de se refroidir, les températures pourraient atteindre des niveaux extrêmes. Les estimations varient selon les modèles atmosphériques utilisés, mais certains calculs suggèrent que le point substellaire pourrait dépasser plusieurs centaines de degrés Celsius. Suffisamment chaud pour faire fondre le plomb, suffisamment chaud pour vaporiser instantanément toute eau qui tenterait de s'y accumuler. Mais retourne-toi mentalement et marche vers l'autre hémisphère, vers le côté qui ne voit jamais l'étoile. Là-bas, c'est un tout autre monde qui t'attend. Le côté nocturne de Proxima b est plongé dans une obscurité absolue. Pas de lune pour éclairer les nuits, car nous ne savons pas si Proxima b possède des satellites naturels. Pas de lever de soleil à attendre, car le soleil ne viendra jamais. Juste les étoiles lointaines, froides et indifférentes, scintillant faiblement dans un ciel d'encre éternelle. Et avec cette obscurité permanente vient un froid inimaginable. Sans aucun apport de chaleur stellaire, les températures du côté nocturne
pourrait plonger à plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro. Moins 200 degrés Celsius, peut-être moins. Si froid que l'atmosphère elle-même, si atmosphère il y a, pourrait geler et tomber au sol sous forme de neige de dioxyde de carbone, de cristaux d'azote, de glace d'eau compactée en couches épaisses accumulées sur des milliards d'années. Imagine un instant ces deux mondes coexistant sur la même planète. D'un côté, un enfer brûlant, baigné de lumière rouge et de radiation mortelle. De l'autre, un purgatoire glacé, plongé dans une nuit éternelle. Deux extrêmes si radicaux qu'ils semblent appartenir à deux planètes différentes. Et pourtant, ils ne sont séparés que par une ligne invisible, cette zone de transition que les scientifiques appellent le terminateur. Le terminateur est cette bande de crépuscule perpétuelle qui fait le tour de la planète, là où le jour rencontre la nuit, là où le soleil est éternellement posé sur l'horizon. C'est dans cette zone, pensent certains chercheurs, que la vie pourrait théoriquement avoir une chance. Les températures y seraient plus modérées, ni trop chaudes ni trop froides. La lumière serait présente mais atténuée, comme un éternel lever ou coucher de soleil. C'est une idée séduisante, cette bande habitable coincée entre deux enfers. Les romanciers de science-fiction l'ont explorée, imaginant des civilisations entières vivant dans ce corridor de survie. Des villes construites le long de cette ligne de démarcation entre la lumière et les ténèbres. C'est une vision romantique, une lueur d'espoir dans un tableau autrement sombre. Mais hélas, même cet espoir s'effondre quand on examine les détails. Car le terminateur n'est pas une zone paisible, c'est une zone de conflit atmosphérique titanesque. Pense à ce qui se passe quand une masse d'air chaud rencontre une masse d'air froid sur Terre. Cela crée des tempêtes, des fronts météorologiques, des vents violents. Maintenant, imagine ce même phénomène, mais à une échelle planétaire, permanent, avec des différences de température de plusieurs centaines de degrés entre les deux côtés. Les modèles atmosphériques de Proxima b, si tant est qu'elle possède encore une atmosphère, prédisent des vents d'une violence inouïe le long du terminateur. L'air surchauffé du côté diurne s'élèverait rapidement, créant une zone de basse pression intense. Cet air serait aspiré vers le haut, puis se déplacerait vers le côté nocturne où il se refroidirait et descendrait avant de retourner vers le côté diurne au niveau du sol. Ce serait une circulation atmosphérique globale, une cellule de convection planétaire, avec des vents pouvant atteindre des centaines de kilomètres par heure. Le terminateur serait donc balayé par des tempêtes perpétuelles, des rafales capables d'arracher tout ce qui n'est pas solidement ancré au sol, des vortex de poussière et peut-être de cendres volcaniques tourbillonnant sans fin. Ce ne serait pas une zone de tranquillité, mais une zone de chaos atmosphérique permanent. Et même si, par quelque miracle, une forme de vie parvenait à s'adapter à ces conditions, elle devrait faire face à un autre problème fondamental. L'écosystème d'une planète en rotation synchrone serait radicalement différent de tout ce que nous connaissons sur Terre. Sur notre planète, le cycle jour-nuit permet une distribution relativement équitable de l'énergie solaire sur toute la surface. Les océans et l'atmosphère agissent comme des régulateurs thermiques, stockant la chaleur pendant le jour et la libérant pendant la nuit. Les courants océaniques transportent la chaleur des tropiques vers les pôles. C'est un système complexe, mais équilibré, qui a permis à la vie de coloniser pratiquement chaque recoin de la planète, des déserts brûlants aux toundras gelées. Sur Proxima b, ce système serait fondamentalement brisé. L'énergie arriverait uniquement d'un côté, créant un gradient thermique permanent et extrême. Si des océans existaient, ils seraient probablement gelés du côté nocturne et en ébullition du côté diurne. Les courants océaniques, s'ils pouvaient exister, seraient dominés par cette asymétrie fondamentale. L'atmosphère serait en perpétuel déséquilibre, incapable d'atteindre un état stable. Certains chercheurs ont suggéré que si Proxima b possédait une atmosphère suffisamment épaisse, la circulation atmosphérique pourrait redistribuer la chaleur de manière plus efficace, réduisant les extrêmes de température. C'est vrai en théorie. Une atmosphère dense de dioxyde de carbone, par exemple, pourrait agir comme une couverture thermique, emprisonnant la chaleur et la transportant vers le côté nocturne. Mais nous revenons alors au problème que nous avons déjà évoqué. Comment une atmosphère épaisse pourrait-elle survivre aux assauts constants de Proxima Centauri ? Les éruptions stellaires, les vents stellaires,
les éjections de masse coronale, tout cela conspire pour arracher l'atmosphère de la planète. C'est un cercle vicieux. Sans atmosphère épaisse, les extrêmes de température rendent la planète inhabitable. Mais les conditions qui permettraient de maintenir une atmosphère épaisse sont précisément celles que l'étoile haute détruit systématiquement. La rotation synchrone affecte également d'autres aspects cruciaux de la planète. Considère par exemple le champ magnétique. Comme nous l'avons mentionné, un champ magnétique planétaire est généré par un effet dynamo dans le noyau métallique liquide de la planète. Ce dynamo dépend de la rotation de la planète. Plus une planète tourne vite, plus son dynamo est efficace. La Terre effectue une rotation complète en 24 heures et son dynamo produit un champ magnétique robuste qui nous protège du vent solaire. Mais Proxima b, en rotation synchrone, effectue une rotation complète en seulement 11,2 jours terrestres, le temps qu'elle met pour faire le tour de son étoile. C'est une rotation très lente, presque au ralenti par rapport à notre expérience terrestre. Cette lenteur pourrait être fatale pour le dynamo planétaire. Les simulations suggèrent qu'une planète en rotation aussi lente pourrait avoir un champ magnétique très faible, voire inexistant. Et sans champ magnétique, nous revenons au problème de l'atmosphère arrachée par le vent stellaire, de la surface bombardée par les particules chargées, de la vie rendue impossible par les radiations. Il y a quelque chose de profondément tragique dans cette situation. Proxima b est condamnée par sa proximité même à son étoile. C'est cette proximité qui la place dans la zone habitable, qui lui donne la chaleur nécessaire pour que l'eau puisse théoriquement exister à l'état liquide. Mais c'est aussi cette proximité qui la verrouille gravitationnellement, qui l'expose aux éruptions stellaires, qui affaiblit son champ magnétique, qui la prive de l'atmosphère dont elle aurait besoin pour être véritablement habitable. C'est comme si l'univers avait conçu un piège parfait. Viens près du feu pour te réchauffer. Semble dire l'étoile naine rouge. Mais approche-toi suffisamment pour être au chaud. Et tu seras brûlé, irradié, figé dans une éternité crépusculaire. Et nous n'avons pas encore parlé de ce qui se passe sous la surface. Les forces de marée qui ont verrouillé la rotation de Proxima b n'ont pas seulement agi sur son atmosphère et sa rotation. Elles ont également pétri son intérieur, le déformant, le réchauffant par friction interne. Ce phénomène, appelé chauffage de marée, pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la géologie de la planète. Sur Io, l'une des lunes de Jupiter, le chauffage de marée produit le volcanisme le plus intense du système solaire. Cette petite lune est constamment déformée par les forces gravitationnelles de Jupiter et des autres lunes galiléennes. Et cette déformation génère suffisamment de chaleur interne pour alimenter des centaines de volcans actifs. La surface d'Io est constamment remodelée par les éruptions, un paysage sulfureux et infernal qui ressemble plus à une vision de l'enfer qu'à un monde réel. Proxima b pourrait connaître un sort similaire. Les forces de marée exercées par Proxima Centauri pourraient générer un chauffage interne significatif, surtout si l'orbite de la planète n'est pas parfaitement circulaire. Une orbite légèrement elliptique signifierait que la distance entre la planète et l'étoile varie au cours de chaque révolution, et cette variation produirait un pétrissage constant de l'intérieur planétaire. Le résultat pourrait être un volcanisme intense et généralisé. Des volcans crachant constamment des gaz et de la lave à la surface, obscurcissant l'atmosphère de cendres si atmosphère il y a, remodelant perpétuellement le paysage. Ce volcanisme pourrait avoir des effets contradictoires. D'un côté, il pourrait régénérer l'atmosphère en libérant des gaz piégés dans le manteau planétaire. De l'autre, il pourrait rendre la surface encore plus hostile, la transformant en un océan de lave et de fumerolles toxiques. Nous ne savons pas avec certitude quel est l'état géologique de Proxima b. Les techniques actuelles ne nous permettent pas d'observer directement la surface de cette planète lointaine. Nous ne pouvons que spéculer sur la base de nos modèles physiques et de ce que nous savons des autres corps célestes de notre propre système solaire. Mais cette incertitude même est révélatrice. Elle nous rappelle à quel point nous en savons peu sur ce monde que nous avons si rapidement baptisé notre meilleur espoir cosmique. Nous avons projeté nos rêves sur une planète dont nous ne connaissons presque rien. Et maintenant, à mesure que nous examinons les détails, ces rêves se transforment en cauchemars potentiels. C'est peut-être la leçon la plus importante que Proxima b a à nous offrir. Non pas qu'elle soit habitable ou inhabitée,
mais que l'habitabilité est un concept bien plus complexe et fragile que nous ne l'avions imaginé. Il ne suffit pas d'être à la bonne distance de son étoile. Il faut aussi avoir la bonne étoile, la bonne orbite, la bonne rotation, le bon champ magnétique, la bonne atmosphère, la bonne géologie et probablement des dizaines d'autres facteurs que nous n'avons même pas encore identifiés. La vie sur Terre n'est pas un accident simple, c'est le résultat d'une combinaison extraordinairement improbable de conditions favorables, chacune dépendant des autres, chacune nécessaire, mais non suffisante à elle seule. Nous vivons sur une planète privilégiée, peut-être bien plus privilégiée que nous ne le réalisions. Cette pensée peut être vertigineuse. Elle peut nous faire sentir seuls, isolés, uniques dans un univers indifférent. Ou elle peut nous remplir de gratitude pour ce monde fragile et précieux qui nous abrite. Ce vaisseau spatial naturel qui voyage à travers les ténèbres cosmiques en portant la flamme de la vie. Laisse ces idées flotter dans ton esprit alors que nous continuons notre exploration. La nuit avance et il y a encore tant à découvrir sur Proxima b et sur ce qu'elle nous apprend de notre place dans l'univers. Le cosmos est vaste et mystérieux et chaque question que nous posons semble engendrer 10 nouvelles questions. C'est à la fois frustrant et merveilleux. C'est ce qui fait de l'exploration spatiale une aventure sans fin, une quête qui ne sera peut-être jamais achevée, mais qui vaut la peine d'être poursuivie. Repose-toi un moment sur ces pensées, respire profondément et prépare-toi pour la suite de notre voyage, car nous n'avons pas encore atteint les profondeurs les plus troublantes de ce monde impossible. À mesure que nous plongeons plus profondément dans les ténèbres qui enveloppent Proxima b, une question se forme peut-être dans ton esprit. Une question pratique, terre à terre, qui contraste avec les spéculations cosmiques que nous avons explorées jusqu'ici. Cette question est simple en apparence, mais sa réponse révèle une autre dimension de l'impossibilité qui caractérise notre relation avec ce monde lointain. La question est celle-ci. Même si Proxima b était un paradis, même si toutes nos craintes concernant les radiations, le verrouillage gravitationnel et l'atmosphère se révélaient infondés, pourrions-nous seulement y arriver? La distance qui nous sépare de Proxima Centauri semble modeste quand on la compare aux échelles galactiques. 4,24 années-lumière, c'est pratiquement rien à l'échelle de la Voie lactée, qui s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre. C'est comme mesurer la distance entre deux grains de sable sur une plage immense. Et pourtant, pour nous, créatures fragiles et éphémères, cette distance représente un gouffre presque infranchissable. Laisse-moi te donner une idée de ce que signifie réellement cette distance. La lumière, la chose la plus rapide de l'univers selon notre compréhension actuelle de la physique, voyage à environ 300 000 km par seconde. C'est une vitesse si vertigineuse qu'elle défie l'imagination. En une seule seconde, un rayon de lumière pourrait faire 7 fois et demi le tour de la Terre. En 8 minutes environ, la lumière du Soleil atteint notre planète, parcourant 150 millions de kilomètres. Et pourtant, même à cette vitesse inconcevable, la lumière met 4 ans et 3 mois pour atteindre Proxima Centauri. 4 ans et 3 mois de voyage ininterrompu, à la vitesse maximale autorisée par les lois de la physique. Si tu allumais une lampe de poche pointée vers Proxima b ce soir, le signal lumineux n'arriverait pas avant le milieu de l'année 2029. Maintenant, considère nos moyens de transport actuels. La sonde Voyager 1, lancée en 1977, est l'objet fabriqué par l'homme qui voyage le plus vite par rapport au Soleil. Elle file à travers l'espace interstellaire à environ 17 km par seconde, soit environ 61 000 km par heure. C'est rapide selon nos standards terrestres, plus rapide qu'un avion, plus rapide qu'une balle de fusil, plus rapide que presque tout ce que nous expérimentons dans notre vie quotidienne. Mais à cette vitesse, combien de temps faudrait-il à Voyager 1 pour atteindre Proxima Centauri si elle se dirigeait dans cette direction? La réponse est accablante. Plus de 70 000 ans, 70 millénaires. Pour mettre cela en perspective, il y a 70 000 ans, l'humanité moderne venait à peine d'émerger en Afrique. L'agriculture n'existait pas. L'écriture ne serait pas inventée avant 60 000 ans. Les pyramides d'Égypte, les empires de Rome et de Chine, la Renaissance, la révolution industrielle, l'ère spatiale, tout cela se situerait encore dans un futur
inimaginablement lointain. Un vaisseau lancé aujourd'hui avec la technologie de Voyager 1 arriverait à destination dans un futur où l'humanité pourrait avoir disparu, évolué en quelque chose de méconnaissable, ou coloniser d'autres étoiles par des moyens que nous ne pouvons pas encore concevoir. Les descendants de ceux qui auraient lancé ce vaisseau auraient depuis longtemps oublié son existence, ou l'auraient relégué au rang de légende d'histoire ancienne. C'est le premier obstacle au voyage interstellaire. La distance est si vaste que nos vies humaines, si brèves à l'échelle cosmique, ne peuvent pas l'englober. Nous ne sommes pas faits pour de tels voyages. Notre biologie, notre psychologie, notre société, tout en nous est adapté à l'échelle de notre petite planète, pas à l'immensité de l'espace entre les étoiles. Mais supposons que nous puissions aller plus vite, beaucoup plus vite. Des projets ambitieux ont été proposés pour atteindre les étoiles dans un délai raisonnable, du moins à l'échelle d'une civilisation sinon d'une vie humaine. Le projet Breakthrough Starshot, annoncé en 2016, l'année même de la découverte de Proxima b, propose d'envoyer des essaims de minuscules sondes vers le système Alpha Centauri, dont Proxima Centauri fait partie. Ces sondes, pas plus grandes qu'un timbre-poste et pesant quelques grammes seulement, seront équipées de voiles légères et propulsées par de puissants lasers terrestres. L'idée est d'accélérer ces sondes jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière, ce qui leur permettrait d'atteindre Proxima Centauri en une vingtaine d'années seulement. 20 ans, c'est une durée à l'échelle humaine. Une mission lancée aujourd'hui pourrait transmettre des données sur Proxima b pendant que ses concepteurs seraient encore en vie. C'est un rêve séduisant, une possibilité qui fait battre le cœur des amoureux de l'espace. Mais les défis techniques sont colossaux. Pour atteindre 20% de la vitesse de la lumière, les lasers devraient en délivrer une puissance de plusieurs gigawatts, concentrée sur une voile de quelques mètres carrés, pendant plusieurs minutes. C'est plus que la production électrique de certains pays. Et cette puissance devrait être maintenue avec une précision extraordinaire, car le moindre écart enverrait la sonde dans une direction complètement différente, la perdant à jamais dans les ténèbres interstellaires. Ensuite, il y a le problème du voyage lui-même. À 20% de la vitesse de la lumière, la sonde traverserait l'espace à environ 60 000 km par seconde. À cette vitesse, la moindre particule de poussière interstellaire deviendrait un projectile mortel, capable de percer la sonde de part en part. L'espace entre les étoiles n'est pas parfaitement vide. Il contient du gaz dilué, des grains de poussière, des débris de comètes et d'astéroïdes. Une collision avec un grain de la taille d'1 millimètre libérerait autant d'énergie qu'une petite bombe. Les concepteurs de Breakthrough Starshot espèrent que la petite taille des sondes et leur nombre élevé compenseront ces risques. Si tu envoies 1000 sondes et que seulement 10% survivent au voyage, tu obtiens quand même 100 sondes qui arrivent à ta destination. C'est une approche probabiliste, un pari sur les grands nombres. Mais même si ce pari réussit, les sondes qui arriveraient à Proxima b seraient minuscules et primitives. Elles n'auraient pas la capacité de se mettre en orbite autour de la planète, de se poser à sa surface ou même de ralentir significativement. Elles traverseraient le système à une vitesse fantastique, prenant quelques photos et quelques mesures pendant les quelques heures où elles seraient suffisamment proches, puis continueraient leur course vers l'inconnu, ne revenant jamais. Ce serait un aperçu fugace, une carte postale cosmique envoyée à travers les gouffres de l'espace. Précieux, certes, mais bien loin de l'exploration approfondie dont nous rêvons, et encore plus loin de la colonisation qui hante notre imaginaire collectif. Car la colonisation de Proxima b, si elle était seulement envisageable du point de vue environnemental, serait un défi d'une toute autre ampleur. Il ne s'agirait plus d'envoyer de minuscules sondes, mais des êtres humains, avec tout ce que cela implique en termes de vie, de nourriture, d'eau, d'air, de protection contre les radiations, de stabilité psychologique. Un vaisseau capable de transporter des colons vers Proxima b devrait être une arche spatiale, un monde autonome en miniature capable de soutenir la vie pendant des décennies, peut-être des siècles. Les technologies nécessaires pour construire et propulser un tel vaisseau dépassent de loin tout ce que nous savons faire actuellement. Nous parlons de moteurs capables de propulser des masses de milliers de tonnes à des fractions significatives de la vitesse de la lumière, de systèmes de support de vie parfaitement recyclés,
fonctionnant sans faille pendant des générations, de structures sociales capables de maintenir la cohésion d'une communauté isolée pendant plus longtemps que la plupart des civilisations terrestres n'ont existé. Et même si nous parvenions à construire un tel vaisseau, même si nous trouvions les ressources et la volonté collective pour lancer cette mission colossale, les passagers qui arriveraient à destination ne seraient pas ceux qui seraient prendre parti. À moins d'une percée révolutionnaire dans la prolongation de la vie humaine ou dans la technologie de la cryogénie, le voyage serait multigénérationnel. Des enfants naîtraient et mourraient à bord du vaisseau, n'ayant jamais connu d'autre monde que ce tube métallique filant à travers le vide. Des cultures entières se développeraient et s'effondreraient pendant le transit. L'humanité qui atteindrait Proxima B pourrait être méconnaissable pour celle qui l'aurait envoyée. Et après tout cela, après des siècles de voyage, des générations sacrifiées dans les ténèbres entre les étoiles, les colons arriveraient sur un monde qui pourrait bien les tuer en quelques jours. C'est la cruelle ironie de Proxima B. Elle est assez proche pour nous faire rêver, pour nous donner l'impression qu'elle est à portée de main, mais assez hostile pour transformer ce rêve en cauchemar. Elle nous nargue depuis l'obscurité cosmique, une promesse non tenue, un mirage dans le désert interstellaire. Et peut-être est-ce là la leçon la plus importante que Proxima B a à nous enseigner. Le cosmos n'a pas été conçu pour nous. Les distances entre les étoiles ne sont pas des défis à relever, mais des réalités à accepter. L'univers est vaste, magnifique, terrible et profondément indifférent à nos espoirs et à nos rêves. Cette indifférence peut sembler décourageante, voire désespérante. Nous avons grandi avec des histoires de voyages spatiaux, faciles, de vaisseaux bondissant d'étoile en étoile, de civilisations galactiques s'étendant sur des milliers de mondes. Ces histoires sont belles, inspirantes, mais elles sont aussi des contes de fées, des projections de nos désirs sur un univers qui n'a aucune obligation de s'y conformer. La réalité est que nous sommes peut-être condamnés à rester ici, sur cette petite planète bleue, pour très longtemps, peut-être pour toujours. Les étoiles brilleront au-dessus de nos têtes, magnifiques et inaccessibles, des joyaux éparpillés sur le velours noir de l'espace, mais des joyaux que nous ne pourrons jamais toucher. Cette pensée peut être libératrice autant que décourageante. Car si nous ne pouvons pas fuir vers les étoiles, alors nous devons prendre soin de notre propre monde. Si la Terre est notre seul foyer pour l'éternité prévisible, alors nous devons la protéger, la chérir, la préserver pour les générations futures. Les rêves d'évasion cosmique ne doivent pas nous détourner de notre responsabilité envers ce monde fragile et précieux qui nous a donné naissance. Mais revenons à Proxima B, car notre exploration n'est pas encore terminée. Il y a un aspect de ce monde que nous n'avons pas encore abordé, un aspect qui pourrait sembler paradoxal après tout ce que nous avons dit sur son hostilité. Cet aspect concerne l'eau, cette molécule simple mais essentielle, ce solvant universel sans lequel la vie telle que nous la connaissons ne peut exister. Les premières estimations de la masse de Proxima B suggéraient qu'elle était environ une virgule 3 fois plus massive que la Terre. C'est une masse qui la place dans la catégorie des super-terres, ces planètes rocheuses plus grandes que notre monde, mais plus petites que les géantes gazeuses comme Neptune. Cette masse supplémentaire implique une gravité de surface plus forte, environ 10% de plus que sur Terre, mais pas au point de nous écraser. Plus intéressant encore, cette masse pourrait indiquer la présence d'une quantité significative d'eau. Les simulations de formation planétaire suggèrent que les planètes de cette taille, formées dans la zone extérieure de leur système stellaire avant de migrer vers l'intérieur, pourraient contenir des océans d'eau gigantesques, des océans si profonds qu'ils n'auraient pas de fond rocheux visible. Imagine un monde où l'eau ne forme pas des océans séparés par des continents, mais un océan unique et global, enveloppant toute la planète sous une couche liquide de dizaines, peut-être de centaines de kilomètres de profondeur. Sous cette couche liquide, l'eau comprimée par la pression immense formerait des glaces exotiques, des phases de la glace qui n'existent pas naturellement sur Terre, des structures cristallines façonnées par des pressions de millions d'atmosphères. Certains chercheurs ont appelé ces mondes hypothétiques des planètes océans, et Proxima B pourrait bien en être une. À première vue, cela semble encourageant. L'eau est essentielle à la vie, après tout. Plus il y a d'eau, plus il y a de chances que la vie émerge, non. Mais comme souvent avec Proxima B,
Cette apparente bénédiction cache des complications troublantes. Une planète entièrement recouverte d'eau profonde n'aurait pas de cycle géochimique comme celui de la Terre. Sur notre monde, l'interaction entre les océans, l'atmosphère, les volcans et les roches de surface crée un cycle du carbone qui régule le climat sur des millions d'années. Le dioxyde de carbone est libéré par les volcans, absorbé par les océans, précipité sous forme de carbonate dans les sédiments, puis recyclé dans le manteau par la subduction des plaques tectoniques. C'est un thermostat planétaire, un système d'autorégulation qui a maintenu la Terre habitable pendant des milliards d'années. Sur une planète océan, ce cycle serait brisé. Sans surface rocheuse exposée à l'atmosphère, le dioxyde de carbone s'accumulerait sans être absorbé, créant un effet de serre potentiellement incontrôlable. Ou bien, il serait trop efficacement dissous dans l'océan profond, refroidissant la planète jusqu'à la glaciation. L'équilibre délicat qui permet à la Terre de maintenir des températures modérées serait absent. De plus, la vie dans un océan aussi profond ferait face à des défis uniques. À des dizaines de kilomètres sous la surface, la lumière de l'étoile ne pénétrerait pas. Toute vie photosynthétique serait limitée aux couches supérieures, et l'énergie disponible pour le reste de l'écosystème serait sévèrement limitée. La pression écrasante des profondeurs imposerait des contraintes sur les structures biologiques possibles, et la circulation entre les différentes couches de l'océan pourrait être lente ou inexistante, créant des zones stagnantes et appauvries en nutriments. Nous ne savons pas avec certitude si Proxima b est une planète océan. C'est l'une des nombreuses possibilités, l'un des nombreux scénarios que les scientifiques ont envisagés. Elle pourrait aussi être un monde sec, son eau primordiale ayant été vaporisée et dispersée dans l'espace par les éruptions de sa jeune étoile. Elle pourrait être quelque chose entre les deux, ou quelque chose que nous n'avons même pas imaginé. Cette incertitude est frustrante, mais aussi fascinante. Chaque possibilité ouvre de nouvelles questions, de nouvelles avenues d'exploration, de nouvelles façons de comprendre la diversité des mondes possibles dans notre galaxie. Et au-delà de Proxima b elle-même, il y a d'autres corps dans le système Alpha Centauri qui méritent notre attention. Proxima Centauri, malgré son nom suggérant la proximité, est en fait une étoile distante des deux composantes principales du système, Alpha Centauri A et B. Ces deux étoiles forment un système binaire serré, orbitant l'une autour de l'autre à une distance comparable à celle entre le Soleil et Saturne. Tandis que Proxima Centauri orbite ce couple à une distance de plusieurs milliers d'unités astronomiques, si loin qu'elle met peut-être 1 million d'années pour compléter une seule orbite. Alpha Centauri est une étoile très similaire à notre Soleil, légèrement plus grande et plus lumineuse. Alpha Centauri b est un peu plus petite et plus orange. Ensemble, ces deux étoiles pourraient potentiellement héberger des planètes dans leurs zones habitables respectives. Des planètes qui ne souffriraient peut-être pas des mêmes handicaps que Proxima b. La recherche de planètes autour de ces étoiles est compliquée par leur nature binaire. Les techniques de détection que nous utilisons, basées sur les variations de la lumière ou du mouvement des étoiles, sont brouillées par la présence de deux sources lumineuses en mouvement constant, l'une par rapport à l'autre. Mais les progrès technologiques continuent, et un jour, peut-être découvrirons-nous que notre système stellaire voisin abrite des mondes plus accueillants que la sombre Proxima b. Cette possibilité offre un mince espoir, une lueur dans l'obscurité. Peut-être que notre voisine la plus proche n'est pas représentative de ce que l'univers a à offrir. Peut-être que des mondes véritablement habitables existent à des distances à peine plus grandes, attendant d'être découverts par la prochaine génération de télescopes et de sondes. Ou peut-être que l'hostilité de Proxima b est la norme, et que les mondes habitables sont des exceptions rares, des oasis dans un désert cosmique infini. Nous ne le saurons pas avant d'avoir exploré davantage, avant d'avoir catalogué des milliers de planètes avec suffisamment de détails pour comprendre leur véritable nature. Le voyage de la connaissance est long, et nous n'en sommes qu'au début. Chaque découverte ouvre de nouveaux mystères, chaque réponse engendre de nouvelles questions. C'est à la fois la frustration et la beauté de la science, cette quête sans fin vers une compréhension toujours plus profonde de l'univers qui nous entoure. Repose-toi sur ces pensées alors que la nuit continue son cours.
Proxima b brille faiblement dans le ciel de l'hémisphère sud, invisible à l'œil nu mais présente dans notre conscience collective. Un rappel constant des limites et des possibilités de l'exploration spatiale. Le cosmos nous appelle, mais il ne nous promet rien. C'est à nous de trouver notre chemin, de forger notre destin, tout en acceptant avec humilité que certaines portes pourraient rester fermées pour toujours. Dans le silence de cette nuit qui nous enveloppe, alors que nous contemplons l'immensité qui nous sépare de Proxima b et l'hostilité qui y règne, tournons notre regard vers quelque chose de plus subtil, de plus philosophique peut-être, mais tout aussi important pour comprendre notre place dans l'univers. Je veux parler de ce que les astronomes appellent le paradoxe de Fermi, et de la façon dont Proxima b pourrait nous aider à résoudre, ou du moins à mieux comprendre, cette énigme cosmique qui hante l'humanité depuis des décennies. Le paradoxe de Fermi, nommé d'après le physicien italien Enrico Fermi, peut être résumé par une simple question qu'il aurait posée lors d'un déjeuner en 1950. Où sont-ils tous ? Si l'univers est si vaste, si ancien, si rempli d'étoiles et potentiellement de planètes habitables, pourquoi n'avons-nous trouvé aucune preuve de l'existence d'autres civilisations ? Pourquoi le cosmos semble-t-il silencieux, vide de signaux radio, dépourvu de mégastructures extraterrestres, sans trace visible d'intelligence autre que la nôtre ? Les calculs sont troublants. Notre galaxie, la Voie lactée, contient environ 400 milliards d'étoiles. Si seulement 1 sur 1 million héberge une planète habitable, cela fait 400 000 mondes potentiels pour la vie. Si seulement 1 sur 1000 de ces planètes développe une vie intelligente, cela fait 400 civilisations possibles. Et notre galaxie a plus de 13 milliards d'années. Largement assez de temps pour que ces civilisations émergent, évoluent et potentiellement colonisent la galaxie entière. Même avec des vaisseaux voyageant à une fraction minime de la vitesse de la lumière, une civilisation déterminée pourrait théoriquement coloniser toute la galaxie en quelques millions d'années seulement. C'est un clin d'œil à l'échelle cosmique. Si une seule civilisation avait émergé il y a 1 milliard d'années et avait entrepris cette expansion, nous devrions voir leurs traces partout. Des sondes automatiques explorant notre système solaire, des signaux, radio, artificiels venant de toutes les directions, des modifications visibles d'étoiles entières, exploitées pour leur énergie. Mais nous ne voyons rien. Le silence est assourdissant. De nombreuses solutions ont été proposées au paradoxe de Fermi. Peut-être que la vie était extrêmement rare. Peut-être que l'intelligence est encore plus rare. Peut-être que les civilisations s'autodétruisent avant d'atteindre les étoiles. Peut-être qu'elles sont là, mais cachées, nous observant sans se révéler. Chaque hypothèse a ses mérites et ses faiblesses, et le débat fait rage depuis des décennies sans résolution claire. C'est ici que Proxima b entre en scène d'une manière inattendue. Car ce monde, si proche de nous astronomiquement parlant, pourrait bien être un exemple parfait de ce que les astronomes appellent maintenant le grand filtre. Le grand filtre est l'idée qu'il existe une ou plusieurs étapes dans l'évolution de la vie simple vers une civilisation spatiale qui sont extraordinairement difficiles à franchir. Ce filtre pourrait se situer dans notre passé, ce qui signifierait que nous sommes l'une des rares formes de vie à l'avoir traversée. Ou il pourrait se situer dans notre futur, une barrière terrifiante qui attend toute civilisation qui tente de s'étendre au-delà de son monde natal. Proxima b nous montre à quel point les conditions nécessaires à la vie sont fragiles et spécifiques. Ce n'est pas suffisant d'être dans la zone habitable. Ce n'est pas suffisant d'avoir de l'eau. Ce n'est pas suffisant d'avoir une surface rocheuse. Il faut tout cela et bien plus encore. Une étoile stable, une atmosphère protectrice, un champ magnétique, une rotation appropriée, une orbite stable, une absence de radiation mortelle et probablement des dizaines d'autres facteurs que nous n'avons même pas encore identifiés. Si Proxima b, notre voisine la plus proche, est inhabitable malgré sa position apparemment favorable, qu'est-ce que cela dit sur la prévalence des mondes véritablement habitables dans la galaxie ? Peut-être que les planètes comme la Terre, avec toutes les conditions parfaitement alignées pour permettre non seulement la vie, mais aussi son évolution vers la complexité et l'intelligence, sont extraordinairement rares. Peut-être sommes-nous l'exception cosmique, le coup de chance d'un dé à 1 million de faces. Cette idée est à la fois exaltante et terrifiante. Exaltante parce qu'elle fait de nous quelque chose de spécial,
de précieux, d'unique dans l'univers. Terrifiante parce qu'elle signifie que nous sommes seuls, que personne ne viendra nous sauver si nous échouons, que la responsabilité de porter la flamme de la conscience dans l'univers repose entièrement sur nos épaules fragiles. Mais il y a une autre possibilité, peut-être encore plus troublante. Peut-être que le grand filtre ne concerne pas l'émergence de la vie ou de l'intelligence, mais le passage de l'intelligence planétaire à l'intelligence interstellaire. Peut-être que des milliers de civilisations ont atteint notre niveau de développement, ont regardé les étoiles avec envie, ont même détecté des mondes proches comme nous avons détecté Proxima b, mais ont trouvé le gouffre interstellaire infranchissable. Les distances entre les étoiles ne sont pas qu'un défi technique. Elles sont une barrière fondamentale imposée par les lois de la physique. La vitesse de la lumière n'est pas qu'une limite de vitesse, c'est une prison cosmique qui enferme chaque civilisation dans une bulle minuscule d'espace accessible. Et même à l'intérieur de cette bulle, les mondes habitables pourraient être si rares, si dispersés, que le voyage vers eux n'a aucun sens pratique. Imagine une civilisation sur une planète orbitant autour d'une étoile à 50 années-lumière de nous. Ils découvrent la Terre, voient qu'elle est habitable, peut-être même détectent des signes de vie dans notre atmosphère. Mais ils font aussi les mêmes calculs que nous. 50 années-lumière, c'est une distance insurmontable avec leur technologie. Même s'ils pouvaient voyager à 10% de la vitesse de la lumière, un exploit technique colossal, le voyage prendrait 500 ans, 5 siècles dans l'espace, des générations entières vivant et mourant dans un vaisseau, pour atteindre un monde qui pourrait avoir radicalement changé entre-temps. Et s'ils découvraient, comme nous avec Proxima b, que leurs voisins les plus proches sont tous hostiles. Des naines rouges violentes, des géantes bleues à courte durée de vie, des systèmes binaires chaotiques. S'ils réalisaient que le prochain monde véritablement habitable est à des centaines d'années-lumière, complètement hors de portée, ne finiraient-ils pas par abandonner leurs rêves interstellaires, se concentrant plutôt sur leur propre survie, leur propre monde, acceptant leur isolement cosmique? C'est peut-être cela, le grand silence. Non pas l'absence de vie ou d'intelligence, mais la résignation collective de milliers de civilisations qui ont toutes réalisé la même vérité brutale. L'univers est trop grand, les étoiles trop éloignées, les mondes habitables trop rares. Nous sommes tous prisonniers de nos systèmes stellaires respectifs, condamnés à regarder les étoiles mais jamais à les atteindre. Cette pensée transforme notre vision du cosmos. Au lieu d'un océan vide attendant d'être exploré et colonisé, nous voyons un archipel d'îles isolées, chacune abritant peut-être sa propre forme unique de vie et de conscience, mais toutes séparées par des gouffres infranchissables. Nous pourrions être entourés de voisins, de frères cosmiques partageant notre solitude, notre émerveillement, notre frustration face à l'immensité. Mais nous ne le saurons jamais car les distances qui nous séparent sont tout simplement trop grandes. Proxima b devient alors plus qu'une simple exoplanète inhospitalière. Elle devient un symbole de notre condition cosmique, un rappel de nos limites, un miroir réfléchissant nos espoirs déçus et nos rêves impossibles. Elle nous force à confronter la possibilité que l'expansion interstellaire, ce rêve qui a nourri tant de récits de science-fiction, tant d'aspirations humaines, pourrait être à jamais hors de notre portée. Mais cette réalisation, aussi sombre soit-elle, porte en elle les graines d'une nouvelle sagesse. Si nous ne pouvons pas fuir vers les étoiles, si nous sommes liés à ce système solaire pour l'éternité prévisible, alors notre priorité devient claire. Nous devons prendre soin de notre monde, de notre petit coin de l'univers. La Terre n'est pas un point de départ vers une expansion galactique glorieuse. C'est notre foyer permanent, notre seul foyer, et nous devons le traiter avec le respect et le soin qu'une telle responsabilité exige. Les ressources que nous pourrions gaspiller dans des tentatives futiles d'atteindre les étoiles pourraient être mieux utilisées pour résoudre les problèmes terrestres. Le changement climatique, la pauvreté, les maladies, les conflits, tous ces défis qui menacent notre survie immédiate sont bien plus urgents que les rêves lointains de colonisation interstellaire. Si le grand filtre est devant nous, il ne prendra probablement pas la forme d'une barrière cosmique, mais d'une autodestruction causée par notre incapacité à gérer notre propre planète. Et pourtant, même en acceptant ces limitations, nous ne devons pas abandonner complètement notre curiosité cosmique. L'exploration de Proxima b et d'autres exoplanètes
même si nous ne pouvons jamais les visiter physiquement, enrichit notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Chaque monde que nous découvrons, aussi hostile soit-il, nous enseigne quelque chose sur les conditions nécessaires à la vie, sur la rareté ou l'abondance de mondes comme le nôtre, sur les innombrables façons dont la matière et l'énergie peuvent s'organiser dans le cosmos. Les télescopes de nouvelle génération, comme le télescope spatial James Webb lancé en 2021, nous permettent d'analyser les atmosphères d'exoplanètes lointaines, de rechercher des biosignatures, des indices de vie, même sur des mondes que nous ne visiterons jamais. C'est une forme d'exploration différente, une exploration par la lumière plutôt que par la présence physique, mais c'est une exploration néanmoins. Imagine le jour où nous détecterons de l'oxygène et du méthane dans l'atmosphère d'une exoplanète lointaine. Une combinaison qui sur Terre ne peut être maintenue que par des processus biologiques. Nous ne pourrons jamais visiter ce monde, jamais rencontrer ses habitants s'ils existent, mais nous saurons que nous ne sommes pas seuls. Cette connaissance changerait tout, même si elle ne changerait rien de pratique dans notre existence quotidienne. Ou imagine que nous développions des moyens de communication interstellaire plus sophistiqués. Pas pour échanger des conversations. Les délais seraient trop longs, mais pour envoyer et recevoir des messages complexes, des encyclopédies entières de connaissances transmises à travers les gouffres de l'espace. Une conversation qui s'étendrait sur des millénaires, chaque message une capsule temporelle d'une civilisation à une autre. Ce ne serait pas le contact que nous avons imaginé dans nos fictions, mais ce serait un contact néanmoins. Proxima B nous enseigne l'humilité, mais l'humilité n'est pas la défaite, c'est la reconnaissance de nos limites couplée à la détermination de faire le meilleur avec ce que nous avons. Si nous ne pouvons pas conquérir les étoiles, nous pouvons au moins les comprendre. Si nous ne pouvons pas coloniser d'autres mondes, nous pouvons au moins préserver et améliorer le nôtre. Si nous sommes seuls dans notre coin de la galaxie, nous pouvons au moins nous assurer que cette solitude n'est pas gaspillée. Il y a une beauté mélancolique dans cette vision. Nous sommes comme des naufragés sur une île magnifique mais isolée, regardant l'océan infini et sachant que d'autres îles existent quelque part au-delà de l'horizon, mais acceptant que nous ne les atteindrons jamais. Nous pouvons soit désespérer de notre isolement, soit célébrer la beauté de notre île et la chance que nous avons d'y être. La nuit avance, et avec elle notre compréhension de Proxima B et de ce qu'elle représente. Ce monde lointain, baigné dans la lumière rouge d'une étoile violente, verrouillé dans une étreinte gravitationnelle éternelle, bombardé de radiations mortelles, est peut-être inhabitable, mais il n'est pas inutile. Il est un professeur, un miroir, un rappel de la fragilité de la vie et de la préciosité de notre propre monde. Chaque fois que nous regardons vers Proxima Centauri, invisible à l'œil nu mais présente dans le ciel austral, nous regardons vers une leçon cosmique. L'univers n'est pas un jardin préparé pour notre expansion. C'est une immensité sauvage et indifférente où la vie est l'exception, pas la règle, où les conditions habitables sont des accidents heureux dans un océan de chaos hostile. Cette leçon peut sembler dure, mais elle est aussi libératrice. Elle nous libère de l'illusion que notre salut viendra des étoiles. Elle nous force à nous concentrer sur l'ici et maintenant, sur la Terre et ses habitants, sur les problèmes réels et immédiats plutôt que sur les rêves lointains et peut-être impossibles. Et qui sait, peut-être qu'un jour, dans un futur lointain, l'humanité ou ses descendants développeront des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Peut-être que la barrière de la vitesse de la lumière sera contournée par quelque astuce de la physique quantique ou de la relativité générale que nous n'avons pas encore découverte. Peut-être que ce que nous considérons aujourd'hui comme impossible sera banal pour nos arrière-petits-enfants. Mais nous ne pouvons pas compter sur des miracles futurs. Nous devons vivre dans le présent, avec les connaissances et les limitations actuelles. Et dans ce présent, Proxima B nous dit que les étoiles sont belles à regarder, fascinantes à étudier, mais pas des destinations pour l'humanité dans un futur prévisible. Cette acceptation n'est pas une défaite, c'est une maturation, une reconnaissance que l'univers ne nous doit rien, que nous devons gagner notre place non par la conquête, mais par la sagesse, non par l'expansion, mais par la durabilité, non par la fuite, mais par l'enracinement profond dans le seul monde que nous ayons.
Alors que nous approchons de la fin de notre voyage nocturne à travers les mystères de Proxima b, prenons un moment pour apprécier l'ironie cosmique de notre situation. Nous avons cherché dans les étoiles une seconde Terre, un plan B pour l'humanité, et nous avons trouvé à la place un miroir qui nous renvoie l'image de notre propre monde, nous rappelant à quel point il est spécial, à quel point il est irremplaçable. Proxima b, dans toute son hostilité, dans toute son impossibilité, est peut-être le meilleur ami que la Terre ait jamais eu. Car en nous montrant ce que nous ne pouvons pas avoir, elle nous fait apprécier ce que nous avons. En nous fermant la porte des étoiles, elle nous ouvre les yeux sur la merveille sous nos pieds. Le paradoxe est saisissant. Plus nous apprenons sur les autres mondes, plus nous réalisons l'unicité du nôtre. Plus nous explorons l'univers, plus nous comprenons que notre place est ici. Plus nous rêvons de partir, plus nous avons de raisons de rester. C'est peut-être cela, la vraie leçon de l'exploration spatiale. Non pas que nous sommes destinés aux étoiles, mais que nous sommes destinés à la Terre, et que cette destinée n'est pas une limitation, mais un privilège. Pas une prison, mais un sanctuaire. Pas une fin, mais un commencement perpétuel. Nous voici arrivés aux dernières étapes de notre voyage à travers les mystères de Proxima b. Ce monde qui nous a tant appris sur les limites de l'habitabilité cosmique et sur la préciosité de notre propre existence. La nuit s'approfondit autour de nous. Les étoiles continuent leur danse silencieuse dans le firmament. Et il est temps de rassembler les fils de notre exploration pour tisser une réflexion finale sur ce que tout cela signifie. Récapitulons un instant le voyage que nous avons parcouru ensemble. Nous avons commencé par le rêve, ce rêve magnifique d'une planète sœur à portée de main, un monde dans la zone habitable de notre plus proche voisine stellaire. Les gros titres enthousiastes de 2016 promettaient une seconde Terre, un refuge potentiel pour l'humanité, une destination pour nos ambitions cosmiques. Pendant un bref instant glorieux, nous avons cru que l'univers nous avait fait un cadeau, qu'il avait placé un havre de paix, juste au-delà de notre porte. Puis, nous avons découvert la première ombre sur ce rêve. Proxima Centauri n'est pas une étoile bienveillante comme notre Soleil. C'est une naine rouge capricieuse et violente, crachant régulièrement des éruptions stellaires d'une puissance cataclysmique. Ces tempêtes de radiation balaient la surface de toute planète proche, stérilisant potentiellement tout espoir de vie, arrachant les atmosphères molécule par molécule, transformant ce qui aurait pu être un berceau en cimetière. Nous avons ensuite exploré le verrouillage gravitationnel. Cette malédiction qui condamne Proxima b a présenté éternellement le même visage à son étoile. Un côté brûlé par une lumière rouge perpétuelle, l'autre plongé dans une nuit glaciale sans fin et entre les Satéophes. 2. Une bande de crépuscules éternels balayés par des vents d'une violence inimaginable. Ce n'est pas un monde où le soleil se lève et se couche, où les saisons changent, où la vie peut s'adapter à des cycles prévisibles. C'est un monde figé dans une éternité crépusculaire, divisé en enfers opposés. Nous avons plongé dans l'océan invisible des radiations qui baignent ce monde, ses rayons X et ses ultraviolets extrêmes qui bombardent sans relâche toute surface exposée. Nous avons vu comment même une atmosphère robuste serait érodée au fil des éons. Comment le champ magnétique pourrait être trop faible pour offrir une protection significative. Comment les conditions qui permettent à notre Terre d'être un havre de vie sont absentes ou compromises sur Proxima b. Nous avons mesuré le gouffre qui nous sépare de ce monde, ces 4,24 années-lumière qui semblent si proches à l'échelle galactique, mais si insurmontables à l'échelle humaine. Nous avons compris que même avec les technologies les plus ambitieuses que nous pouvons imaginer, un voyage vers Proxima b prendrait des décennies au minimum, des millénaires avec nos moyens actuels. Et nous avons réalisé que même si nous y arrivions, ce qui nous attendrait ne serait pas un nouveau départ, mais probablement une fin rapide et douloureuse. Enfin, nous avons contemplé les implications philosophiques de tout cela. Le paradoxe de Fermi, le grand filtre, la possibilité que nous soyons seuls, non parce que la vie est rare, mais parce que les conditions qui permettent à la vie de s'épanouir et de s'étendre sont extraordinairement spécifiques, extraordinairement fragiles, extraordinairement rares. Tout cela pourrait sembler déprimant. Après tout,
Nous avons passé cette nuit à démolir systématiquement l'un des espoirs les plus lumineux de l'exploration spatiale moderne. Nous avons pris un rêve et nous l'avons disséqué jusqu'à révéler le cauchemar qui se cachait en son cœur. Mais je voudrais te proposer une autre façon de voir les choses. Car ce que Proxima B nous enseigne n'est pas que l'univers est hostile et que nous sommes condamnés. Ce qu'elle nous enseigne, c'est que la vie est précieuse, que notre monde est extraordinaire, que l'existence même que nous tenons pour acquise chaque jour est un miracle statistique d'une improbabilité vertigineuse. Pense à tout ce qui devait être exactement comme il est pour que tu existes en ce moment, pour que tu écoutes ces mots, pour que ta conscience se pose des questions sur les étoiles lointaines. Il fallait que notre soleil soit exactement le bon type d'étoile. Pas une naine rouge violente comme Proxima Centauri, ni une géante bleue qui brûlerait tout son combustible en quelques millions d'années. Une étoile de taille moyenne, stable, généreuse en lumière visible, patiente dans sa combustion. Il fallait que la Terre se forme à exactement la bonne distance de cette étoile, dans cette zone étroite où l'eau peut exister sous forme liquide. Quelques pourcents plus près, et nous serions comme Vénus, étouffés sous une atmosphère de dioxyde de carbone surchauffé. Quelques pourcents plus loin, et nous serions comme Mars, un désert glacé où l'eau ne coule plus depuis des milliards d'années. Il fallait que notre planète ait exactement la bonne taille, assez grande pour retenir une atmosphère substantielle par sa gravité, assez petite pour ne pas devenir une géante gazeuse. Il fallait qu'elle ait un noyau de fer liquide en rotation, générant ce champ magnétique invisible qui nous protège des assauts du vent solaire. Il fallait que nous ayons une lune, ce satellite improbable né d'une collision cosmique cataclysmique il y a 4 milliards d'années. Cette lune stabilise l'axe de rotation de notre planète, empêchant des oscillations chaotiques qui rendraient notre climat imprévisible et hostile. Elle ralentit notre rotation, prolongeant nos jours au fil des éons. Elle crée les marées qui ont peut-être joué un rôle crucial dans l'émergence de la vie dans les zones côtières primitives. Il fallait que Jupiter, le géant de notre système solaire, soit là où il est, aspirant comme un aspirateur cosmique les comètes et les astéroïdes qui autrement bombarderaient la Terre avec une fréquence bien plus grande. Il fallait que l'extinction des dinosaures se produise il y a 66 millions d'années, ouvrant la voie aux mammifères et éventuellement à nous. Il fallait des milliards d'années de conditions relativement stables pour que la vie évolue de simples cellules jusqu'à des êtres capables de contempler les étoiles. Chaque étape de cette chaîne est improbable. La combinaison de toutes ces étapes est d'une improbabilité qui défie la compréhension. Et pourtant, nous sommes là, nous existons, nous respirons, nous pensons, nous rêvons, nous nous émerveillons. Proxima B, dans toute son hostilité, nous rappelle cette improbabilité. Elle nous montre ce qui se passe quand les conditions ne sont pas exactement parfaites. Elle nous offre un aperçu des innombrables façons dont l'univers peut créer des mondes qui ressemblent superficiellement aux nôtres, mais qui sont en réalité des pièges mortels, des mirages cosmiques. Et en faisant cela, elle nous donne peut-être le plus grand cadeau que nous pouvions recevoir, la gratitude. La gratitude pour ce monde bleu et vert qui nous porte à travers le vide. La gratitude pour cette atmosphère fine mais suffisante qui nous protège et nous permet de respirer. La gratitude pour cette étoile jaune stable qui nous éclaire et nous réchauffe sans nous détruire. La gratitude pour ce champ magnétique invisible qui dévie les particules mortelles avant qu'elles ne nous atteignent. La gratitude pour cette lune argentée qui stabilise notre monde et illumine nos nuits. La gratitude surtout pour la vie elle-même, cette chose fragile et têtue qui a trouvé un moyen de s'accrocher à cette planète, d'évoluer, de se diversifier, de conquérir chaque niche écologique disponible, des profondeurs abyssales au sommet des plus hautes montagnes, des déserts brûlants aux banquises polaires. Nous faisons partie de cette vie. Nous en sommes la manifestation la plus récente et peut-être la plus étrange, capable de conscience, de créativité, de compassion. Nous pouvons regarder en arrière à travers le temps et comprendre notre propre histoire évolutive. Nous pouvons regarder vers les étoiles et nous demander ce qui s'y trouve. Nous pouvons imaginer des futurs différents et travailler à les réaliser. C'est un privilège extraordinaire
un privilège que nous oublions trop souvent dans le tumulte de nos vies quotidiennes, dans nos préoccupations triviales, dans nos conflits mesquins. Proxima b, depuis sa distance de 4 années-lumière, nous rappelle ce privilège, mais la gratitude seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner de responsabilités. Car si la Terre est vraiment le seul monde habitable à notre portée, si les étoiles sont vraiment hors de notre atteinte pour un avenir prévisible, alors nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller ce que nous avons. Nous ne pouvons pas traiter notre planète comme une ressource jetable, en espérant qu'une autre nous attendra quelque part dans le cosmos quand nous aurons épuisé celle-ci. Il n'y a pas de planète B. C'est peut-être le message le plus important que Proxima b a à nous offrir. Oh, il y a d'autres planètes, des milliards d'autres planètes dans notre galaxie seule. Mais elles sont trop loin, trop hostiles, trop différentes. Elles ne sont pas des refuges en attente, des bouées de sauvetage cosmiques que nous pouvons saisir si nous coulons notre navire terrestre. Elles sont des curiosités scientifiques, des destinations pour nos télescopes, et peut-être un jour pour nos sondes robotiques, mais pas pour nous, pas pour l'humanité telle que nous la connaissons. Cette réalisation devrait transformer notre relation avec la Terre. Elle devrait nous pousser à voir notre planète non pas comme une plateforme de lancement vers les étoiles, mais comme notre destination finale, notre foyer permanent, le seul monde que nous aurons jamais vraiment. Imagine si chaque habitant de cette planète comprenait véritablement cette réalité. Imagine si les décisions économiques, politiques, sociales étaient prises avec la conscience que nous n'avons pas d'alternative, que nous devons faire fonctionner ce monde ou périr. Imagine si la même détermination, la même créativité, les mêmes ressources que nous avons investies dans l'exploration spatiale étaient également investies dans la préservation et l'amélioration de notre propre monde. Je ne dis pas que nous devrions abandonner l'exploration spatiale. Au contraire, l'étude de mondes comme Proxima b enrichit notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Elle nous donne une perspective que nous ne pourrions obtenir autrement. Elle inspire les nouvelles générations à poursuivre la science et l'ingénierie. Elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Mais l'exploration spatiale devrait être un complément à notre engagement envers la Terre, pas un substitut. Elle devrait nous rendre plus reconnaissants pour ce que nous avons, pas nous faire mépriser notre monde natal comme une prison dont nous devons nous échapper. Car la Terre n'est pas une prison, c'est un sanctuaire. C'est le seul endroit dans l'univers connu où tu peux respirer librement, où tu peux sentir la pluie sur ton visage, où tu peux entendre le chant des oiseaux au lever du jour, où tu peux marcher pieds nus dans l'herbe fraîche, où tu peux nager dans un océan tiède sous un ciel étoilé. Ces expériences simples, ces plaisirs que nous tenons pour acquis, sont impossibles sur Proxima b. Ils sont probablement impossibles sur la grande majorité des planètes de notre galaxie. Ils sont le résultat de cette combinaison extraordinaire de conditions qui a fait de notre monde ce qu'il est. Alors oui, Proxima b est inhabitable. Oui, nous ne pouvons pas y aller. Et même si nous le pouvions, nous ne voudrions pas y rester. Oui, les étoiles sont probablement hors de notre portée pour très longtemps. Peut-être pour toujours. Mais ce n'est pas une tragédie, c'est une révélation. La révélation que nous sommes déjà chez nous, que nous avons déjà trouvé le paradis, et qu'il s'appelle la Terre. Que notre quête de mondes habitables devrait commencer et finir par la reconnaissance que nous en avons un, le plus beau, le plus accueillant, le plus parfait que nous pourrions espérer. Laisse cette pensée t'accompagner dans le sommeil qui approche. Laisse-la infuser tes rêves et teinter tes pensées quand tu te réveilleras demain matin. Quand tu ouvriras les yeux, tu verras la lumière d'une étoile jaune stable filtrée à travers tes fenêtres. Une étoile qui ne t'irradiera pas, qui ne t'éblouira pas avec des éruptions mortelles, qui continuera à briller paisiblement pendant des milliards d'années encore. Tu respireras l'air d'une atmosphère qui te protège, qui te nourrit, qui transporte les parfums et les sons d'un monde vivant. Tu sentiras la gravité d'une planète qui te retient doucement sans t'écraser, qui maintient cette atmosphère en place, qui a permis à la vie d'évoluer et de s'épanouir. Tu feras partie d'un écosystème interconnecté, d'une biosphère qui a mis des milliards d'années à se développer, d'une communauté de vie qui s'étend des bactéries microscopiques aux baleines géantes, des déserts arides aux forêts luxuriantes. Tu seras chez toi. Et peut-être, avec un peu de chance,
Tu te souviendras de Proxima B. Tu te souviendras de ce monde lointain et hostile qui nous a tant appris sur la rareté de ce que nous avons. Tu te souviendras que quelque part dans le ciel nocturne, invisible à l'œil nu, une petite étoile rouge brille faiblement, accompagnée d'une planète qui porte nos rêves déçus et nos leçons apprises. Et tu souriras peut-être en réalisant que ces rêves n'étaient pas vraiment déçus. Ils étaient simplement redirigés, recentrés, ramenés à leur véritable destination. Nous n'avons pas besoin de conquérir les étoiles pour être complets. Nous n'avons pas besoin de coloniser d'autres mondes pour donner un sens à notre existence. Nous n'avons pas besoin de fuir la Terre pour trouver notre place dans l'univers. Notre place est ici. Elle a toujours été ici. Et elle sera ici aussi longtemps que nous saurons la préserver, la chérir, la protéger. Proxima B, dans toute son impossibilité, nous a offert cette vérité. C'est peut-être le plus beau cadeau qu'une planète inhabitable pouvait nous faire. La nuit touche à sa fin. Les étoiles pâlissent à l'approche de l'aube. Quelque part dans le cosmos, Proxima B continue sa ronde éternelle autour de son étoile rouge. Un côté brûlant, l'autre gelé, le Terminateur balayé par des vents furieux. Mais ici, sur Terre, un nouveau jour se prépare. Un jour rempli de possibilités, de défis, de beauté ordinaire et de miracles quotidiens. Un jour sur la planète qui nous a donné naissance et qui nous soutient encore, qui nous abrite de l'hostilité cosmique et nous offre tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour aimer, pour rêver. Dors maintenant si tu le souhaites. Laisse ces pensées t'accompagner dans le repos. Et demain, quand tu te réveilleras, regarde autour de toi avec des yeux neufs. Vois la magie dans l'ordinaire, l'extraordinaire dans le quotidien, le cosmique dans le terrestre. Car tu vis sur le plus beau monde de l'univers. Et cela, plus que n'importe quel voyage vers les étoiles, vaut la peine d'être célébré. Bonne nuit, voyageur cosmique. Bonne nuit, habitant de la Terre. Bonne nuit, enfant des étoiles qui a trouvé son foyer. Le voyage continue demain, et tous les jours après. Pas vers les étoiles lointaines, mais vers une compréhension plus profonde de ce monde miraculeux que nous appelons notre maison. Que tes rêves soient paisibles, emplis de la beauté du cosmos et de la chaleur de notre petite planète bleue. À bientôt, sous le même ciel étoilé, sur la même terre précieuse. Le voyage se termine ici, mais la réflexion continue, car l'univers est vaste, mystérieux et éternellement fascinant. Et nous, petits êtres fragiles sur notre monde fragile, avons le privilège de l'observer, de le questionner, de nous émerveiller devant lui. C'est peut-être tout ce dont nous avons besoin. C'est peut-être tout ce que nous aurons jamais. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est merveilleux.